les relations de plein format. Je crois qu'on va prendre quelques questions de chaque côté. Allez-y. Спасибо. РИА Новости, Лена Глушакова. RIA Novosti, Monsieur Macron, vous venez de dire que lors de ce sommet, il est possible que vous pourrez négocier des conditions du sommet en format Normandie, donc rencontre des 4 leaders. Mais il a été dit plusieurs fois que pour organiser un sommet de ce genre, il faut avoir des conditions, parce qu'avoir une rencontre pour rencontre comme telle, personne n'en a besoin. Est-ce qu'il y a déjà ces conditions qui se réunissent et quelles sont ces conditions plus précisément? Alors, nous allons en parler. Mais il y a un fait nouveau qui est l'élection du président Zelensky et les positions qu'il a prises depuis son élection. Et il faut ici reconnaître qu'il y a un changement d'attitude, un vrai courage de la part du président ukrainien, ce qui est pour nous une opportunité de mettre fin à un conflit qui dure depuis maintenant 5 ans et qui plonge plusieurs populations dans une situation très difficile et qui est, on le sait, un vrai problème pour la relation et la place régionale de la Russie. Donc, le président Zelensky a pris plusieurs décisions à court terme. Nous allons en discuter, partager d'ailleurs la lecture qu'on en fait. Moi, je souhaite qu'on réussisse dans, je l'espère, dans les heures, et en tout cas dans les jours et les semaines qui viennent, à trouver une nouvelle dynamique qui s'inscrive dans l'épure de ce que nous avions défini à Minsk, mais qui permette d'avancer utilement. Il y a des sujets, évidemment, et avant tout, de sécurité. J'ai présenté, lorsque je l'ai eu au président Zelensky, mes condoléances pour les pertes et les décès qu'il a eu à subir lors du cessez-le-feu non respecté au début du mois d'août. Et donc, il y a évidemment cette stabilité et cette sécurité assurée. Mais on le sait, on a un agenda également politique, économique à faire avancer sur cette région. Et donc, c'est ce dont nous allons discuter dans quelques heures. Là où je vous rejoins, c'est qu'à mes yeux, nous ne devons faire un sommet Normandie au niveau des chefs d'État et de gouvernement qu'à la condition qu'il y ait quelque chose de tangible qui puisse être acté. Donc nous allons là l'échanger, prendre en compte cette nouvelle donne, voir ce que nous sommes prêts à faire de part et d'autre. Il y aura ensuite, dans quelques jours, un échange qui se tiendra entre nos conseillers diplomatiques pour préparer, je l'espère, un sommet utile. Что касается нормандского формата. Par rapport au format de Normandie, en fait, j'ai toujours cru et je le pense toujours que toute rencontre, notamment celle de format de Normandie, doit amener à des résultats concrets. Et à mon avis, il faut mettre en place les engagements qui avaient été discutés auparavant. À titre d'exemple, dans l'année 2016, nous avons eu un compromis important. De notre cas, c'était quand on a changé la mise en place les modalités de la mise en place de la loi sur le statut spécial du Donbass. C'était à ce temps le président Poroshenko qui insistait surtout sur ces changements. Et alors le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Steinmeier, de l'époque, a proposé un compromis. Et on est allé de l'avant envers les Ukrainiens, en fait, en adoptant ce compromis, c'est-à-dire le statut spécial temporaire le jour des élections et le statut permanent après que les structures de l'OSCE valident les élections. Ce compromis étant adopté, il n'est toujours mis en place et il faut alors faire quelque chose pour quand même que ça devienne la réalité. La même chose, ce recours à l'amnistie. Et en fait, je crois qu'on va en parler aujourd'hui. On va sans doute en parler, mais d'après mon avis, toujours, il n'y a pas d'alternative à ce format dit Normandie et sans doute on va travailler dans ce format et le soutenir. Bonjour, Laurence Benamou, Agence France Presse. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Monsieur le Président Poutine, considérez-vous la France comme un allié plus solide qu'auparavant, plus solide par exemple que lors du dernier quinquennat? Et qu'attendez-vous de ce rapprochement avec la France, de ce rapprochement avec M. Macron? Et j'ajoute, ne plus être au G7, finalement. Est-ce que cela vous manque? Est-ce que vous y tenez? Et Monsieur le Président Macron, depuis votre arrivée au pouvoir, vous avez renforcé la relation avec la Russie. Alors même pourtant que le président Poutine se pose plus que jamais en adversaire, en concurrent,
des démocraties libérales qui jugent dépassées. Il soutient toujours autant les séparatistes pro-russes dans le Donbass, où le conflit s'enlise. L'aviation russe, alliée de Damas, bombarde la région d'Idleb en Syrie, là justement où la France souhaite que le conflit cesse. Et Moscou ne semble guère peser sur l'Iran pour qu'il respecte ses obligations du JCPOA. Alors, quels avantages la France et l'Europe ont-ils retirés de votre position? Merci. Ce qui concerne de cette ampleur que la France a pour la Russie, de sa notion, historiquement, la France est l'un de nos partenaires clés sur le continent européen. Ensemble avec la France, on est sorti vainqueur de la lutte contre le nazisme pendant la 9e guerre mondiale. Et je suis reconnaissant, Monsieur le Président, de ce qu'il a adopté notre proposition de venir assister à des événements solennels qui vont être organisés pour commémorer le 75e anniversaire de cette victoire. Mais sans doute, cette coopération a des racines beaucoup plus importantes. D'abord, la France est une des puissances nucléaires et joue un rôle très important pendant la prise des décisions dans le domaine de la sécurité internationale. Je présume que les relations avec la Russie et l'Union européenne, dans la grande partie, dépendent de soutien que la France accorde à certaines questions, notamment par rapport à ce retour de la Russie au Conseil de l'Europe qui avait été déjà mentionné, où la France a joué le rôle très important, voire le rôle clé. Comme quoi, je n'ai pas de commentaires supplémentaires ou de preuves supplémentaires à donner par rapport au fait que nous considérons cette coopération avec la France comme la chose primordiale. Et cela étant dit, je ne parle pas de côté économique. Il y a 500 sociétés françaises qui sont présents sur le marché russe, et je vous assure que cette présence française donne beaucoup d'emplois, non pas seulement à la Russie, mais aussi à la France elle-même, parce que les entrepreneurs français envoient beaucoup de marchandises en Russie, et cette coopération est gagnante-gagnante. Et on peut en faire plus, d'ailleurs, puisqu'au moment de la normalisation éventuelle des relations entre la Russie et l'Union européenne, cette victoire sera importante pour tout le monde. Plusieurs éléments de réponse à votre question. La première, d'abord, nous avons des résultats. Et il y a des choses qui avancent. Ça n'enlève pas les désaccords. Vous en avez rappelé certains, ou des sujets qui nous préoccupent, et je les ai évoqués dans mon propos liminaire. Mais des sujets avancent. Sur la Syrie, j'ai moi-même exprimé notre inquiétude sur Idlib, et nous allons en parler plus en détail. Mais où était la France il y a un peu plus de 2 ans sur le sujet syrien ? Nous avons constitué le Small Group, réussi à mettre en place des forums de discussion, et je crois pouvoir peser, y compris sur le plan humanitaire, beaucoup plus qu'on ne le faisait. Sur l'Ukraine, nous connaissons les désaccords, ils sont nés en 2014 de la situation, mais là aussi, c'est par la discussion qu'on arrive à les résorber. Sur le plan économique, le président Poutine a rappelé les termes de notre relation, et je crois très profondément que les choses avancent. On a des grands projets dans différents domaines qui continuent d'avancer, qui font de la France un grand partenaire reconnu et apprécié réciproquement. Et donc, il y a beaucoup de sujets, qu'ils soient politiques, économiques, qui avancent parce que nous investissons dans la relation. Ça ne veut pas dire que cela règle tout. Alors ensuite, le deuxième élément, ce serait de vous demander que se passerait-il si on faisait différemment ? C'est toujours la question qu'on doit se poser quand on fait de la géopolitique. Si on décidait, on n'est pas d'accord aujourd'hui sur des tas de sujets, et donc on va se tourner le dos, faire l'un sans l'autre. Est-ce que ce serait notre intérêt à nous ? Mais je crois très profondément que non. Et je suis convaincu que notre intérêt à nous, c'est, même lorsqu'on a des désaccords, de pouvoir essayer de se ramener à des positions communes, essayer de tout faire pour, comme je l'ai plusieurs fois dit, réarrimer dans le cadre de cette recomposition la Russie à l'Europe, parce que je crois profondément que c'est son histoire, son destin et notre intérêt. Si nous avions laissé les choses se dégrader au niveau du Conseil de l'Europe, quelle est la conséquence concrète ? Je pense que pour la Russie, c'était de lui dire « on vous claque la porte », mais pour tous les ressortissants russes qui peuvent aujourd'hui aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre leurs droits, c'était fini. Les gens n'en parlent jamais de ça. Si on avait dit « vous n'avez plus votre place au sein du Conseil de l'Europe », ceux qui croient dans ces valeurs européennes auraient décidé, de fait, de moins bien protéger, pour ces valeurs, les ressortissants russes. Et donc,
Tous ceux qui disent « ça ne sert à rien, tout ça n'a pas d'impact », mésestiment le fait que si nous laissons les choses aller dans cette direction, de fait, nous décidons de pousser cette grande puissance qu'est la Russie, soit dans l'isolement, soit dans un dialogue privilégié qui se jouerait alors avec la Chine, soit dans une nouvelle géopolitique qui ne serait pas notre intérêt, qui le serait encore moins. Et nous sommes deux membres permanents du Conseil de sécurité, deux puissances dotées. Nous devons nous mettre d'accord sur les crises. En tout cas, nous devons au maximum nous mettre d'accord, mais nous devons nous parler, converger. Et à cet égard, vous avez rappelé ce que le président Poutine avait dit, je crois, lors d'une interview il y a quelques mois sur les démocraties libérales. Il lui appartient de détailler sa pensée. Je pense que derrière le mot libéral, on met des réalités qui ne sont parfois pas les mêmes. Moi, je crois que la Russie a une histoire avec ce que nous, on appelle le libéralisme politique. Le libéralisme politique, c'est l'Europe des Lumières. C'est de dire, je crois dans l'individu libre et rationnel. La Russie y croit. Ou alors, je connais mal mon histoire et j'aurais oublié les liens si particuliers que la grande Catherine avait eus avec tant de nos philosophes et qui ensuite ont émaillé le temps. Et je rappelais tout à l'heure l'importance de Dostoïevski, je pourrais reparler de Solzhenitsyn et de toutes ces grandes consciences qui ont fait de la Russie une grande puissance des Lumières. Donc la Russie, elle est dans ce qu'on appelle le libéralisme politique. Elle a un rapport au libéralisme économique. Je crois que c'est plutôt sur le sujet, si je puis dire, des mœurs ou des évolutions de la société qu'il peut y avoir des désaccords et un conservatisme, des degrés de conservatisme qui ne sont pas les mêmes. Mais je voudrais que, en tout cas, on remette la bonne grammaire quand on parle de ces notions. Et puis enfin, je crois au temps long. À l'échelle de nos nations, 2 ans, c'est peu de choses. Et j'ai cette humilité. Et j'assume d'avoir porté une inflexion et aujourd'hui d'en apporter une nouvelle, en assumant de dire que je veux que nous concevions ensemble une nouvelle architecture de sécurité et de confiance pour notre Europe. En assumant le fait que nous devons avoir un nouvel agenda climatique ensemble. Et tout ça, c'est faire référence au fait que nos 2 pays sont 2 grandes nations qui entretiennent un commerce profond, d'imaginaire, d'idéaux partagés, qui a fait qu'en effet, nos soldats ont parfois combattu ensemble. Et c'est pour ça que je serai au mois de mai prochain en Russie aux côtés du président Poutine à son invitation. Et parfois, pour changer les malentendus qui se sont installés, il faut accepter le temps long. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va régler tous les malentendus qui se sont installés depuis, au fond, le début des années 90. La Russie a un rapport particulier à l'Occident. C'est dans l'âme russe d'ailleurs, et ça a toujours été un sujet littéraire, philosophique, géopolitique. Mais l'Europe n'est pas tout entière absorbable dans ce qu'est l'Occident. Et je crois très profondément aussi que ce à quoi je crois, ce que je veux faire pour notre pays, et qui est au cœur de notre dialogue, c'est que l'Europe a, dans cette recomposition, à réinventer sa souveraineté, dans le temps long, ses choix profonds. Elle a ses alliés. Et dans un monde où, finalement, on assiste à quoi? À des équilibres internationaux où l'hégémonie occidentale est de plus en plus remise en cause et est en crise. C'est ça la réalité, ce à quoi on assiste. L'Europe a une place à jouer. Et le dialogue entre l'Union européenne et la Russie est indispensable pour que l'Europe joue cette place, parce que la France comme la Russie sont des grandes puissances européennes. Ça, c'est du temps long. On ne réglera pas tout aujourd'hui. Mais cette nouvelle géopolitique, j'y crois très profondément et elle irrigue ce que nous faisons ensemble et ce que nous continuerons de faire. Monsieur le Président, sur le G7, pardonnez-moi. La fin de ma question sur le G7. Ah, for the G7. You're present for the G7. Значит, что касается восьмерки, о которой вы сказали. Par rapport au G7, mais elle n'existe pas. Comment est-ce que je peux revenir dans une organisation qui n'existe pas? C'est le G7, pas le G8. Alors, par rapport au retour, c'est le retour éventuel au G7, pas au G8. Dans le format de 8 États, en fait, on ne renonce jamais à rien. C'était le tour de Russie, d'ailleurs, à organiser le G8, mais nos partenaires n'étaient pas venus. Alors,
vous êtes toujours les bienvenus quand même, allez-y, on attend toujours nos partenaires, cette fois-ci dans le cadre de G7. Mais en fait, il y a d'autres organisations internationales qui existent et qui jouent un rôle important dans les affaires internationales, notamment le G20. Et là, il y a d'États importants, des acteurs économiques très importants aujourd'hui comme la Chine, l'Inde. Il y a beaucoup d'autres États, en fait. Il y a 20 États, vous les connaissez sans doute par cœur, et qui représentent quand même plus de 90% de l'économie mondiale. À cet égard, je peux dire que des plateformes plein format comme celle-ci sont beaucoup plus importantes dans la donne qui se joue sur l'échiquier international. Et on est là très actifs. On est aussi actifs sur les plateformes régionales, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, comme BRICS, qui regroupe là aussi l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil. Mais je répète une fois de plus qu'en fait, on favorise tous les contacts avec nos partenaires sous tout format. On ne renonce jamais à rien. Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet que Monsieur le Président a mentionné, c'est le travail qu'on mène en commun dans le cadre de l'agenda climatique. C'est quand même une chose très importante. En fait, la Russie, depuis le vrai début de l'exploitation de ce sujet, s'est adhérée à l'initiative du président français et a soutenu l'accord climatique parisien et a pris des engagements qui sont très importants et qui sont d'ailleurs les nôtres maintenant, c'est-à-dire avoir ce changement de quantité d'émissions pour qu'il soit au nombre de 75% de nombre d'émissions que nous avons maintenant. Et en fait, c'est un sujet hyper important. On a débloqué et déployé des ressources très importantes. On se bat forcément pour y arriver. Et c'est pour cette raison aussi que Monsieur le Président mentionnait les incendies en Sibérie. En fait, on en a beaucoup parlé encore à Osaka. En fait, on assiste à des changements records de température dans la zone arctique. On n'a jamais vu de ça et c'est quelque chose où il faut accorder nos efforts, puisque sans pouvoir accorder les efforts qui sont les nôtres, en faisant cavalier seul, on ne va jamais avoir de résultats. Et nous, on est prêts à travailler ensemble avec nos partenaires. Bonjour. La chaîne première de la télévision russe, M. Macron a mentionné l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Vous allez sans doute être d'accord avec le fait que les relations entre la Russie et l'Union européenne sont loin de battre leur plein et se trouvent dans l'état un peu gelé. Qu'en pensez-vous? Quel est l'avenir de ces relations? La Russie est de retour dans le Conseil de l'Europe. Les relations, quand même, changent un peu. On va peut-être parler de ce changement qui va faire de G7 le G8. Quel est l'avenir de l'ensemble de nos relations? Qu'en pensez-vous? Bon, par rapport à des perspectives qui sont liées avec la création de cette grande Europe à partir de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, ce n'est pas en fait notre idée à nous. C'était encore le général de Gaulle qui a avancé cette idée quand il a mentionné, alors à l'époque, l'Europe de Lisbonne à l'Oural, mais en fait, la Russie a son territoire qui ne s'arrête pas à l'Oural, c'est jusqu'à l'océan Pacifique, et cela constitue toujours l'espace de la culture russe. Et même si maintenant, il y a quelque chose qui paraît impossible, demain, ça peut devenir incontournable. Et je crois que si on va avoir des objectifs stratégiques de ce sort-là, on va peut-être demain les atteindre. C'est surtout important pour l'Europe qui veut protéger ses valeurs. C'est important pour la Russie. Et si on va s'y pencher, si on va y travailler, tôt ou tard, on va quand même résoudre ce problème. Sous telle ou telle forme, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se mettre un objectif et commencer pas à pas à aller dans la bonne direction. Et par rapport au G7 et J8, ce n'est pas le but en soi. Nous renonçons non plus à aucun contact. On est là pour vous.
les relations ont une réalité, malgré le contexte des sanctions, et ça a été rappelé par le président Poutine lui-même, puisqu'il y a des échanges dans beaucoup de domaines, et que nous les avons d'ailleurs renforcés sur le plan économique comme culturel. Néanmoins, en effet, aujourd'hui, la relation entre la Russie et l'Union européenne, elle a un irritant, si je puis dire, une situation de conflit, de désaccord qui est l'Ukraine, depuis 2014, et qui est un problème que nous devons régler, et qui est aussi la clé du passage du format G8 en format G7. Nous en connaissons tous la cause. C'est pourquoi il nous faut maintenir notre pression et notre énergie commune pour régler ce sujet. On l'a évoqué tout à l'heure, et c'était l'objet de la première question de votre confrère. Et je crois que c'est l'intérêt de tous de trouver une issue. Maintenant, le dialogue qui est le nôtre et ce que nous sommes en train de faire montre que, sans rien renoncer ou effacer des désaccords, on peut essayer de composer des choses nouvelles. Et il est clair que le retour au G8, comme le retour à une relation pleinement normalisée avec l'Union européenne, suppose de régler le sujet ukrainien. C'est une condition préalable. Mais que notre responsabilité, c'est aussi de penser la géopolitique contemporaine au regard de la recomposition que j'évoquais, des nouvelles crises, du jeu des acteurs. Et donc de savoir aussi nous projeter au-delà des désaccords du moment, des situations de crise que nous avons identifiées pour essayer de les régler, mais inventer une architecture nouvelle. C'est ce que nous sommes aussi en train d'essayer de faire. Donc la question du G8, elle dépend de la crise ukrainienne, de manière très simple. Mais de l'autre côté, je souhaite aussi que dans le cadre de cette recomposition, de ce nouvel agenda que je souhaite qu'on puisse lancer ensemble, d'une architecture de sécurité et de confiance, on puisse lever beaucoup des malentendus qui se sont installés entre parfois l'Union européenne et la Russie depuis plusieurs décennies. Il y en a beaucoup. Et donc c'est à nous d'agir et de construire aussi de nouveaux formats. Il nous faut être innovants. On n'est pas obligé de vivre forcément avec les formats et les grammaires d'un monde qui a changé et qui est en train de changer de manière encore accélérée. Je crois que c'est notre responsabilité d'aujourd'hui. Donc il faut s'inspirer de ce qui est parfois notre histoire lointaine, de ce que certains de nos prédécesseurs avaient pu concevoir, et la réinventer. Donc voilà pour le G8, pour le dialogue qui est le nôtre, et la relation Union européenne-Russie, dont je souhaite qu'elle, dans les prochaines années, par nos efforts conjoints, qu'elle puisse pas simplement se normaliser, mais être profondément réinventée. On va prendre une toute dernière question, je crois. Elisa Bertholomé pour BFM TV. Une question qui s'adresse à vous deux, messieurs les présidents. Des vagues d'arrestations d'opposants ont eu lieu cette dernière semaine en marge de manifestations pacifistes à Moscou. Hier encore, à peine sorti de prison, un militant a été arrêté. Monsieur Poutine, comment l'expliquez-vous? Monsieur Macron, qu'en pensez-vous? Et puis une question subsidiaire. Un accident nucléaire a eu lieu la semaine dernière sur la plateforme militaire de Nonoxa. On évoque des prélèvements radioactifs élevés dans les villes alentours. Sur quoi travaillaient les chercheurs? Quels sont ces nouveaux armements qui étaient testés? Et quel est le risque réel de contamination? Merci. Bien placer les choses en termes de géographie. Il n'y avait pas d'incident en Sibérie. Vous voulez dire dans la mer du Nord? C'est une autre région de la Fédération de Russie, en fait. Et il n'y a pas de risque de contamination quiconque et il n'y a pas de danger radioactif. On y a envoyé des experts, notamment des experts indépendants, qui sont en train de contrôler la situation. Et de toute façon, j'ai des documents qui me sont fournis à titre journalier de la part des experts militaires et civils. Il n'y a pas de changement majeur, il n'y a pas de danger, mais on essaie de faire en sorte pour peut-être régler le problème au préalable si jamais le cas, pour qu'il n'y a pas vraiment de danger ultérieurement. Mais c'est vrai qu'il y avait malheureusement des morts, les gens qui étaient en train d'exercer leur service militaire, qui étaient en train de travailler. Sans doute on va, à titre posthume, leur donner des décorations parce que malheureusement leur vie était perdue. Par rapport à des opposants qui avaient été arrêtés, vous savez qu'il y aura des élections prochainement, notamment dans la mairie de Moscou. En 2014,
pendant les élections de 2014, il y avait 114 personnes qui n'avaient pas été acceptées par la commission électorale. Cette fois, il y a 57 personnes qui ne sont pas acceptées parce qu'ils ont commis des violations évidentes pendant cette campagne électorale. Ils ont falsifié des signatures, d'après les experts toujours, de la commission électorale. Il y a des opportunités tout à fait légales de remédier à cette situation, de se présenter devant la Cour, de saisir la Cour. Et il y a même des précédents quand les candidats auxquels on a refusé l'opportunité de se présenter pendant les élections, par le décret de la Cour, avaient été adoptés, avaient été acceptés et ont participé à des élections. Alors c'est toujours possible pour les personnes qui organisent des manifestations. Par rapport à des manifs d'ailleurs, en conformité avec la loi, on a toujours le droit à sortir dans les rues de manière paisible et les autorités doivent assister à l'organisation de ces manifestations. Mais personne, ni les autorités, ni les manifestations n'ont pas le droit de violer cette manière pacifique, de commencer des rites, de violer les uns les autres, d'agresser les uns les autres, et alors peut-être que il y avait une certaine raison pour les policiers qui les avaient arrêtés. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas qu'en Russie. Je suis invitée par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées. Il y avait des policiers qui avaient été blessés. Et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi pour ce qui est de la situation, le président a raison aussi de permettre de faire les distinguos qui conviennent entre les situations dans nos pays, parce que partout dans nos pays aujourd'hui, il y a des manifestations, on le voit, qui se tiennent. Ce qui est important, c'est que quand on a contracté souverainement des traités, on les respecte. Et nous avons d'ailleurs, la Russie comme la France, contracté des accords internationaux qui font que nous avons ensemble décidé, avec beaucoup d'autres, que la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation, de se présenter librement à des élections soit respectée dans nos démocraties. Et donc c'est pour ça que la France s'est exprimée cet été pour qu'il en soit ainsi, y compris sur la situation à Moscou, parce que beaucoup se sont inquiétés et continuent de s'inquiéter sur leur emprisonnement, leur capacité de participer à des élections de manière libre et la nature des blocages qui sont faits. Le président disait qu'il y a eu des manifestations en France qui ont donné lieu à des violences. D'ailleurs, certains manifestants ont eux-mêmes parfois été blessés gravement. Des policiers ont été blessés gravement. Et évidemment, je suis cela de très près, j'en suis préoccupé. Néanmoins, la France a toujours respecté non seulement sa constitution, ses droits, et ceux du Conseil de l'Europe. Et tous les ressortissants français, d'ailleurs, peuvent faire appel devant cette Cour européenne des droits de l'homme, et leurs droits seront ainsi défendus. La liberté de manifestation a été protégée. Lorsque certains attentaient à l'ordre public, il faut protéger l'ordre public, c'est le corrélat de la liberté de manifester. Et en France, je le dis aussi ici clairement, c'est pour ça que comparaison ne vaut pas raison, ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections. Ce qu'on appelle les Gilets jaunes, ils ont été librement aux élections européennes, puis ils iront aux élections municipales, et c'est très bien comme ça. Et je souhaite qu'ils s'expriment librement aux élections, parce que ça réduit la conflictualité. Parce qu'on est un pays où les gens peuvent s'exprimer librement, manifester librement, aller aux opinions librement. Simplement, on ne peut pas accepter qu'ils cassent et qu'ils troublent l'ordre public, parce que ça empêche les autres d'avoir leur propre liberté. C'est la différence entre la liberté qui suppose l'ordre public, protégé constitutionnellement, protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le non-respect de liberté lorsque des gens ont cette liberté réduite. Voilà. Mais il faut toujours distinguer les cas. Mais en tant que membre du Conseil de l'Europe, la seule expression que nous avons eue cet été, que j'ai rappelée dans mon propos liminaire, c'était ça. Veiller, mais
on l'a dit l'un et l'autre, et on va en parler, à ce que les gens puissent, dans le respect de l'ordre public, manifester, exprimer leur opinion et participer à des élections. Très bien. Я хотел бы добавить, мы именно так и делаем. Rajouter quelque chose, c'est bien ce que nous faisons. 2 fois, en juillet et en août dernier, il y a eu des événements, des manifestations de masse, des personnes qui voulaient exprimer de cette manière leur protestation. Ces manifestations ont été déclarées à l'avance et sanctionnées donc autorisées par le pouvoir et se sont déroulées de manière tout à fait normale. Et c'est de cette manière que je voudrais que ce genre de manifestations se passe dans l'avenir chez nous et dans d'autres pays sans excès, sans violation de la loi existante. Très bien, merci beaucoup. On va travailler maintenant. Спасибо. Merci.